Je le dirais d'être la personne forte. Cette personne forte, intérieurement bien sûr, qui va prendre ces réalités comme étant des moyens, des piliers pour réussir dans la vie. Toutes les souffrances ne sont pas négatives. Il y a des souffrances positives. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande si ma mère existait, je ne serais pas peut-être à Brazzaville. Parce qu'à un certain moment, même l'amour peut vous empêcher à avancer. Les gens que vous aimez beaucoup. Ce jour, nous avons eu l'honneur de participer à l'émission Parcours sur la radio citoyenne des jeunes, animée par Monsieur Ahmed Yassaf. Nous avons été accueillis avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme. L'invité du jour, Monsieur Miondi, a su captiver notre attention par la sincérité et la profondeur de son témoignage. Son parcours, à la fois inspirant et porteur d'espoir, nous a permis de réfléchir aux valeurs de persévérance, de résilience et d'engagement personnel. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la qualité de l'échange. Des questions posées par Monsieur Ahmed étaient à la fois pertinentes et audacieuses, permettant d'explorer des aspects souvent tus dans les récits publics. Bonjour, je suis Précis Miondi, coach en développement personnel et professionnel. Je suis à la RCJ, Radio Citoyenne des Jeunes. Précis Miondi, bonjour mon frère. Bonjour Monsieur Yassaf. Comment il va? Très bien, merci, et vous? Je vais très bien également. Bon, on est en situation, on va dire, décontractée. On va se tutoyer. Hein? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En fait, c'est le vous qui est trop ancré en moi, voilà pourquoi je l'utilise à chaque fois. Mais sinon, ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. On va s'y faire. Sinon, la santé, Dieu fait grâce. Oui, ça va. Très content de vous recevoir aujourd'hui. Moi de même. Tu vois que moi, je te vous vois également. Il n'y a pas de souci. Ça va aller comme ça. Alors, merci déjà d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être ici. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? D'accord. Je suis Précis Miondi, coach en développement personnel et professionnel, formateur multidisciplinaire. Merci pour cette introduction. L'objectif ici, ce sera donc de parler de ces multiples facettes en partant de ces débuts, des débuts justement professionnels, mais aussi des débuts de vie, justement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours infantile? Quel est le souvenir le plus lointain qui te revient maintenant de cette enfance que tu as eue? Oh, mais les événements, il y en a beaucoup, Mais ce qui revient très souvent dans ma tête, c'est la perte maternelle. La perte maternelle qui a été, je dirais, pas vraiment tôt, mais un peu tôt. Et c'est ce qui a fait que je sois peut-être cet enfant renfermé par cette absence. Sinon, ailleurs, il y a pas mal d'autres choses qui s'ajoutent, qui se greffent, mais on a su faire avec. Et on est en quelle année comme ça? Ça doit remonter à moins que ma tête me joue un sale tour. Ça doit remonter en 2007. 2007. Et à cette époque, j'avais 10 ans, je pense. J'avais 10 ans. Et c'est ce qui a fait que je sois ce que je venais de dire en amont. Et maintenant, au niveau de la famille, comment c'était du côté au niveau de la fratrie, j'ai envie de dire? Oh, c'est là où l'histoire est plus belle. Parce que tout de suite, j'ai eu des gens qui m'ont aimé, qui m'ont accepté, qui m'ont dorloté, qui m'ont en fait du Les frères et sœurs de sang, c'est ça? Tout le monde. En particulier ma tante, ma grande sœur aînée, et les deux ont vraiment joué. Et toi, tu viens d'une fratrie de combien de frères et sœurs comme ça? Nous sommes à cette époque 3. Notre sœur aînée, donc en fait, il vient avant moi, et puis moi, et notre dernier. Merci encore pour ces mots qui sont touchants, mais également qui vont définir le cadre même de cette émission et qui définissent d'ailleurs le cadre de la personne, la personnalité que tu es. Mais parle-moi aussi du niveau scolaire, du parcours scolaire. Comment c'était le parcours scolaire? Est-ce que tu étais plutôt un élève brillant? Est-ce que tu étais plutôt dans la moyenne? Est-ce que tu étais vraiment majorant? Oh, brillant, majorant, je dirais non. Okay. Je ne suis pas... Déjà, j'aime l'authenticité, j'aime le vrai, j'aime la vérité, la sincérité.
Je dirais surtout le parcours primaire, non. Je n'ai pas été un bon élève, mais malgré ça, ça m'a permis quand même d'avancer. Collège, presque pareil. Le déclic intellectuel a essayé de remonter en classe de 4e, où je suis sorti 2e de la salle en premier trimestre, et jusqu'en 3e, mais de plus en plus au niveau lycée et universitaire. C'est là où j'ai connu quand même des exploits acceptables. Merci. Tu sais, moi, je n'ai pas vécu malheureusement cette situation, ou j'ai envie de dire peut-être heureusement cette situation, je n'ai pas vécu cette situation. Je n'ai pas, du moins, perdu une figure maternelle ou une figure parentale jusqu'ici. Mais je peux quand même comprendre, avec beaucoup de tact, que ça peut être difficile pour un enfant qui rentre dans l'adolescence et donc qui essaie de se construire. Parce que lorsqu'on essaie de se construire, à 10 ans, on essaie de bâtir des rêves, on essaie de se développer une personnalité. Comment est-ce que toi, tu as vécu la perte de maman à cette époque-là? Se reconstruire est une question de mentalité. C'est une question d'entourage. C'est une question de vie personnelle. Je me suis reconstruit lorsque j'ai compris qu'il faut faire avec. Et ça a été quand même difficile? Oui, très difficile. C'est ce qui a fait même l'objet d'un texte que j'ai écrit depuis le collège, je vois, je pense, où quelque part je dis, la vie, c'est comme un train en pleine circulation. Et à chaque fois, les gens montent et descendent. Une fois que vous avez perdu un côté maternel ou paternel qui vous soutient au fond ou à fond, en tout cas, il faut faire avec. Parce que peu importe ce que vous allez faire après, l'histoire ne va jamais changer. Vous voyez? De toute façon, même si on l'a ressuscité aujourd'hui, mais moi-même j'aurais encore peur. Vous voyez? Donc du coup, il faut faire avec et avancer et surmonter en fait tout ce qu'il faut. Et c'est ce qui a fait à ce que je sois cet enfant renfermé à la base et qui a su maintenant se dégager, être dégagé peut-être plus tard. Ça veut dire qu'avant, peut-être, on va rester un peu sur cet épisode, je sais que ça peut être éprouvant, c'est assez sentimental. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que, du coup, avant cet épisode, ou avant cet événement, tu étais plutôt dégagé déjà à la base, et cet événement vient te renfermer dans des questionnements, ou est-ce que tu l'étais déjà renfermé et ça s'est accentué? Très bonne question. Je suis né timide. De nature timide. Je dirais même très timide. Vous voyez? Et avec cet ajout événementiel, ça a encore fait à ce que je rentre dans ma timidité de plus en plus. C'est peut-être plus tard où j'ai compris que la timidité n'a pas sa place lorsque on va y réussir. Vous voyez? Mais à cette époque-là, ou à ces époques-là, j'étais quelqu'un de moins dégagé, quelqu'un de renfermé, quelqu'un de très soucieux même, je dirais. Quelqu'un qui, en fait, s'éloignait des gens. Vous voyez? Je m'éloignais plus des gens, je me sentais libre seul. Si ça se dit bien sûr. Je me sentais heureux seul. Je me sentais moi-même quand je suis seul. Vous voyez? Et du coup, c'était le moment où j'exprimais tout en moi. Soit en pleurant, ça arrivait. Par la colère. Soit par la colère, oui. Soit en exprimant en fait des choses que seul moi-même ne comprenais pas ou comprenais. Vous voyez? Donc du coup, à cette époque, je me sentais plus solitaire et plus timide. Merci en tout cas pour ces mots. Je pense que ces événements, aussi malheureux qu'ils puissent être, peuvent tracer la carrière des gens. Est-ce que déjà toi à cet âge, à 10 ans, on est sensiblement au CM1, CM2? Bien sûr, bien sûr. Avec cet événement qui puisse être tragique, avec ce comportement ou cette nature timide, déjà, est-ce que tu étais quelqu'un qui rêvait grand à cette époque déjà? Est-ce que tu étais quelqu'un déjà qui rêvait grand, qui se voyait avec une carrière, j'ai envie de dire une grande carrière? Ou est-ce que c'était... Parle-moi un peu de tes aspirations ou de tes influences à cette époque. Ok. Vous savez, les rêves sont très fondamentaux. Et généralement, quand on a, parfois on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais sinon, j'étais quelqu'un à cette époque qui voulait aller très loin. D'abord dans les études.
entre griffes, vous comprenez la mentalité congolaise, dans les études d'abord, et beaucoup plus aussi quelqu'un qui voulait faire mieux. Très tôt, je me considérais comme le Joseph de ma famille. Je me considérais comme quelqu'un qui doit aller très loin parce que ma grande sœur a arrêté déjà ses études au collège. Je ne pense pas qu'elle a atteint même la 4e. Et mon grand frère venait à peine. Vous voyez, la preuve en est dans mon histoire, c'est que j'ai fait le BPC, même date avec mon grand frère. On a un écart au moins de 5 ans. Vous imaginez. Donc du coup, tout ça, en fait, ça m'intriguait et ça me motivait et ça me maintenait dans la droiture. Ça me maintenait dans la droiture du fait que je me disais, non, ça doit changer, ça ne doit pas continuer comme ça. Je dois être quelqu'un qui doit être... En fait, j'aimais les honneurs mérités depuis le bas âge. Et du coup, je me disais, je dois faire quelque chose de bien pour que je sois quelqu'un de très apprécié. La preuve en est aussi que dans ma société où j'ai grandi, parce que je suis de Mosenjo, précisément à Mosenjoga, parce il y a poste et gars, je suis à Mosenjoga, et du coup, dans la société où j'ai vécu... Donc à cette époque, on est à Mosenjo. Oui, bien sûr. On n'est pas à Brazzaville. Non. Brazza, c'est après le bac. Sans les bacs, je n'aurais pas vu ces beaux visages que je vois. Donc du coup, c'est ce qui a fait à ce que je sois quelqu'un de très combattant, très combatif, afin que j'avance. Et comme je disais, dans la société où j'ai grandi, je n'ai pas connu des dégâts peut-être au sens comportemental ou caractériel ou comment non. Mes dégâts sont plus à l'école, au sens positif, parce qu'il y a des dégâts, il ne faut pas prendre ça toujours dans le mauvais côté. Voilà. Et du coup, c'est ce qui a fait à ce que je me voyais déjà avec le poids de la société, avec le poids de ma famille, surtout avec le poids de ma tante. Parce que partout où je vais, elle est dans ma tête. Par rapport à l'influence positive qu'elle a laissée en moi. Vous voyez? Et on va y arriver peut-être plus loin où je vais encore la citer. Vous voyez, déjà, à cette époque-là, j'étais un enfant qui devrait rester dans la droiture, comme je l'ai dit. Et pas mal de gens aussi à côté qui m'encourageaient, qui me félicitaient. En fait, même là, on a parlé des parcours scolaires. Moi-même, je me considérais comme médiocre, modeste. Mais il y a des gens qui disaient non, ça va, tu es meilleur. Ça va, tu es meilleur, avance, ça va. Merci en tout cas pour ces mots qui sont, et aussi pour ce témoignage envers la tante, mais toutes les autres personnes également qui ont pu participer à ces, j'ai envie de dire, ces brins d'influence positive qui finalement façonnent la façon de voir les choses, la vision. Et on va un peu accélérer dans le temps. Du coup, BEPC, tu valides, toujours élève moyen, baccalauréat, tu valides. Baccalauréat A quand même. Lettres, série A4. Série A4. Et du coup, tu viens à Brazzaville pour continuer les études. Évidemment, c'est à cette époque où, déjà chez nous, il n'y a pas l'université. Tous nous savons qu'au Congo-Brazzaville, l'université reste à Brazzaville. Et du coup, après le bac, vous êtes obligé, avec le fonctionnement de la famille, avec le soutien de la famille, de venir à Brazzaville. Et à cette époque, il fallait donc réunir les conditions qu'il faut. Là encore, voilà encore une petite histoire où j'ai eu le bac, j'ai mon bac 2016. Après le bac, on arrive, il faut aller à l'université, on prend le train. À cette époque, ça circulait encore. Et jusqu'à Brazzaville. Vous voyez, quand vous arrivez à Brazzaville, et même là aussi, il faut vous rassurer que vous avez d'abord un précédent, c'est-à-dire un grand frère, un parent. Et moi, je n'ai pas eu tout ça. Ça veut dire qu'il n'y avait personne à Brazzaville? Il n'y avait personne à Brazzaville, mon vieux. Il n'y avait personne. Et avant même d'arriver, on a appelé une famille que je salue aussi en passant, qui m'a reçu. Ceux qui vont, si les parents écoutent cette émission, certainement ils vont se retrouver, inutile de citer leur nom. Qui me reçoit avec toute la chaleur possible. Et c'est là où j'ai fait mes débuts à Brazzaville. Dans une famille qui n'avait aucun lien avec mes parents, avec tout, juste par un coup de fil. Ils ont dit, c'est pas un problème, il peut venir et puis de toute façon c'est un enfant. Tu sais, il est très difficile pour un homme de changer. Le changement chez un homme, c'est très difficile. Et quitter une ville où on a, j'ai envie de dire, on a fait sa vie, on a fait toute sa vie, ça peut être éprouvant. Mais surtout, aller dans une autre ville où on ne connaît personne, où il y a un autre mode de vie. Je pense qu'à Monseigneur, on parle peut-être Kitouba.
Bien sûr. À Brazzaville, c'est un peu le français, c'est un peu Lingala, le lingala. Lari. Quand quelqu'un vient parler Kituba de façon active, c'est des stéréotypes qui... Parle-moi un peu surtout des sentiments que tu as lorsque tu es dans le train en partance vers Brazzaville. Qu'est-ce que tu te dis à cette époque? Merci. Une fois de plus, un autre témoignage. On emprunte le train. Je suis malade. Ok. Je suis malade. J'avais un palu terrible, mais je ne dis à aucun parent. Ni mon père, ni ma tante, ni mes oncles, personne ne savait. Vous voyez? Et on arrive dans le train, on avance, le palu ne cesse d'augmenter. Vous voyez? Et à cette époque, toujours avec le train, il y avait quand même des arrêts. Je vais quelque part où je dis... De toute façon, même dans le train, il y avait des gens qui payaient déjà, qui vendaient des médicaments et autres. Et j'ai payé. C'est ce qui m'a permis d'avoir un peu de force, d'arriver, de sortir jusqu'à Dolisie. Et je rappelle encore que dès que je suis arrivé à Dolisie, tu n'as personne à Dolisie, tu n'es pas obligé de chercher qui que ce soit. Gare routière. Arrivé à la gare routière, il y a un bus qui est là. À cette époque, il n'y avait pas Océan du Nord et autres. Sinon, peut-être c'était dans leur débit. Il fallait maintenant prendre un taxi. Et là, on est en quelle année? Oh, à moins que ma tête me joue un sale tout, 2016. 2016. Et je remonte jusqu'à arriver à Brazzaville. Et dès que j'arrive, petite histoire, le numéro de la personne qui devait me prendre ne passe pas. Ok. Vous voyez, le numéro ne passe pas. Et je suis au plateau. Là, au plateau. Parce qu'à cette époque, on laissait tout le monde là-bas. Oui. Je suis au plateau, le numéro ne passe pas. Okay. Je ne connais pas Brazzaville, mon fils. Je ne connais pas, je ne connais personne. Je vois seulement des voitures qui passent et tout. Je suis d'ailleurs dépaysé, je ne maîtrise rien de la ville. Comment faire? Insister. Nous sommes arrivés à 17h comme ça. Et son téléphone passe à 18h. Okay. Et imagine où j'étais, avec mes habits, mes sacs, quelque part assis en train d'attendre. Comme un demi-fou peut-être. Donc vous voyez, et le numéro passe, le gars de gauche me dit, ah, là où je suis très loin parce que eux ils vivaient à Kinsundi. Okay. Imaginez Kinsundi jusqu'au PSP Plateau. Et c'est là où il me dit, reste seulement là où tu es, ne bouge pas. J'arrive, je viens te chercher. Et c'est ce qu'il faut faire. On est allé à la maison. En tout cas, c'était agréable. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. On est arrivé, je me suis lavé comme d'habitude. Et puis, voilà, la vie a continué à ce niveau-là. Moi, j'aimerais... Merci déjà pour ces mots. C'est assez caractérisé quand même. C'est assez caractérisé. C'est pas tout le monde qui vit cette histoire. C'est pas tout le monde qui a cette histoire. Moi, j'aimerais quand même que tu me dises comment tu te sens. C'est vrai, c'est ça qui se passe. Les faits sont là. Moi, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que toi tu te sens. Est-ce que tu as, à cette époque-là, à ce moment-là, besoin de faire marche arrière? Est-ce que je te dis, parce que finalement, on se dit que c'est un début tellement difficile qu'on s'imagine la suite. On se dit, peut-être que je serais mieux dans le cocon familial avec sûrement la tante qui était sûrement qui donnait tout. Oui. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment? Quels sont tes sentiments? Bon, déjà, le recul n'est pas dans mon ADN. Le recul n'est pas dans mon ADN. Très tôt, j'ai compris, j'évolue avec 3 concepts. Détermination, foi et réussite. Vous voyez, quelqu'un de déterminé ne recule pas. Quelqu'un qui a la foi essaie d'avancer, de faire encore. Et donc, la réussite viendra toujours. Donc, à cette époque, je n'avais pas des idées qui pouvaient me dire non, il faut seulement répartir. Faire ceci, non. Malgré tout ce que j'ai vécu à cette époque, de toute façon, pour moi, c'était un succès. Quelque chose qu'on dit de waouh. Imaginez-moi, natif de Mosenjo, arrivé à Brazzaville, mais pour votre information, le Congo n'existe pas. C'est Brazzaville qui existe. Quand vous arrivez au Congo, vous atterrissez d'abord dans Brazza. Et du coup, à cette époque, c'était déjà un rêve pour moi. Arriver à Brazzaville et faire des études. Vous imaginez? Ça veut dire que lorsque vous arrivez, peu importe ce que vous allez rencontrer, vous êtes avec. Mon vieux. Même si un mur en fer, on affronte. On affronte et on avance et tout ira mieux. Ça, c'est super. Mais très content de l'apprendre. Et justement, c'est ça l'objectif de cette émission, c'est de montrer aux jeunes que justement les personnes déterminées ils sont.
Comme je l'ai dit tantôt dans l'intro, comme on le dit toujours ici, c'est montrer qu'il y en a qui transforment des défis en potentielles opportunités. Ouais. Hein? C'est un défi, c'est vraiment c'est un vrai mur qu'il y a. Oui, Arriver à Brazzaville et ne pas être reçu si tôt, hein, être dépaysé, c'est quelque chose qu'on ne vit pas tout le temps. Oui, à cette époque déjà aussi, vous savez, en fait, le caractère combatif est vraiment enfoui dans le caractère humain. Ok. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous développez ça, ça existe. Et un jour, je disais à un ami, vous savez, tous les caractères existent en nous. Tel que là, vous êtes voleur. Je ne dis pas que vous l'êtes. Mais pourquoi vous ne l'êtes pas? Parce que vous avez en fait empêché, étouffé le côté vol en vous. Vous voyez? Vous avez étouffé ça. Mais sinon, ça existe. Les gens sont devenus des voleurs simplement parce qu'ils ont fait de ça leur profession. Ou du moins leur caractère primaire. Ouais. Vous voyez? Donc, du coup, à cette époque, je me disais que non. Peu importe ce que je vais vivre. Et puis, on venait à Brazzaville dans l'objectif d'honorer les gens. La tante, maman, papa, tout le monde. Tous ceux qui t'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, peu importe ce que tu vas rencontrer, et surtout quand tu les téléphones, et en fait, pour eux, tu es la lumière. C'est-à-dire que quand tu es là-bas, quand tu les appelles, tu arranges leur journée, tu motives leur journée. Ah, tu existes, ah, comment là-bas, non, ça va, ah, toi, tu m'en as. Les parents sont fiers de dire qu'on a un enfant dans Brazzaville qui fait des études. Évidemment, jusqu'à aujourd'hui, mon père est toujours fier de moi. Et la preuve en est qu'il dit même là-bas que moi, de toute façon, j'ai mon enfant qui est là-bas. Vous voyez? Donc, il y a mon fils qui est là-bas, il fait des études, il a des diplômes. Vous voyez ce que ça fait? Et conscient de ça, il est donc important, impérieux de continuer dans tout ce que vous allez faire. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, peu importe ce que vous allez faire. Je pense que sortir du toit familial est l'un des critères pour réussir. Parce que si vous y demeurez, je ne vois pas comment vous allez avancer. Vous voyez? Donc, en tout cas, voilà un peu ce que je peux dire à ces niveaux. Merci beaucoup, merci en tout cas pour tous ces mots. Je puis assurer que je suis assez ému, ça peut se voir, n'est-ce pas? Je suis assez ému de ce témoignage, de ce témoignage de vie, j'ai envie de dire. Du coup, tu arrives à Kinsoundi. Oui. Et moi, j'ai une source, d'accord, qui m'a confirmé que il t'a vu à Kinsoundi, il t'a vu tenir une cabine. Il t'a vu tenir un salon de coiffure. Mais il m'a dit que dans ce salon de coiffure, tu arrivais tôt et tu quittais toujours tard. Que tu étais quelqu'un de très motivé. Quelqu'un qui, en tout cas, était motivé à travailler. Quelqu'un qui, justement, à travers sa motivation, montrait qu'il était déterminé, qu'il avait des objectifs à atteindre. Comment ça s'est passé de cette arrivée à Brazzaville? Comment est-ce que tu te construis ce capital-là pour justement instaurer ces business qui te liftent petit à petit? D'accord. Un autre point à souligner, c'est que je suis né d'une famille, je peux déjà dire entrepreneur. Ok. Oui. Mon père n'a pas travaillé à l'État comme tel, mes grands-parents non plus, mais chacun d'eux a réussi d'une manière ou d'une autre. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque membre de ma famille évolue et réussit à sa manière. Donc, arrivé déjà à Brazzaville, je me suis dit non. Et puis, je ne fais pas partie de ceux qui croisent les bras. Et un autre témoignage, si on peut répartir au village, c'est que très tôt, j'ai vendu des lots à la gare de Monsendjogara. Vous voyez? Très tôt, j'ai vendu des lots à la gare de Monsendjogara. Donc, du coup, cela déjà me donnait un caractère combatif, comme je venais de dire quelque part. Et arrivé à Brazzaville, je me suis vu encore dans un champ où je pouvais tout faire sauf rien. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et j'arrive avec le peu d'argent que mon père m'avait donné, c'était quand même une forte somme, que je ne peux pas citer peut-être. Arrivé ici à Brazzaville, je me suis dit, non, écoutez, je ne peux pas garder ça comme ça. Non, je suis étudiant, c'est vrai. Et à cette époque, je quittais Kinsoundi jusqu'à Bayardel. À pied? Quelquefois. Ok. Quelquefois. Pourquoi je dis quelquefois? Parce que dans mes débuts, je n'ai pas commencé avec la cabine. La source vous a donné la cabine, mais la cabine était intervenue bien après. Vous voyez? Et je faisais parfois les pieds.
de Bayardel jusqu'à Kinsoundi, de Kinsoundi à Bayardel. Et pour ceux qui maîtrisent Brazzaville, vous savez quand même ce que ça fait. Et donc, c'est quelques jours ou quelques mois après, je téléphone ma grande sœur, je lui dis, Yaya, je pense que ici je peux commencer avec ceci, cela. Si tu peux me trouver quelque chose, je pense que ça va beaucoup m'aider. Mais je t'informe quand même que j'ai quand même une base qui était des 50 000 à cette époque, je me rappelle bien. J'ai 50 000 et je veux me lancer dans ça. Elle me dit, non, mais c'est une très belle initiative, c'est très très bien. Et c'est là où elle m'envoie de l'argent. Elle me dit, ça, donc tu payes un parasol, et puis tu payes, peut-être tu arranges une cabine comme on le fait. Et c'est ce qui fut fait. Elle m'a envoyé aussi de l'argent, je l'ai fait, et je me suis installé, j'ai commencé à faire. Et j'ai demeuré là-bas aussi. Le salon m'a appris là. Et c'est là où j'aimerais aussi dire, lorsque les gens viennent auprès de vous, il ne faut jamais les chasser. Oui. J'encourage vraiment les gens à écouter les autres. Parce que dans la bouche de toute personne, il y a quelque chose que vous pouvez... De toute façon, même si la personne vous dit des choses négatives, vous n'êtes pas obligé de prendre ça comme ça. Et c'est là où je reçois un ami, actuellement maintenant, sinon à cette époque, quelqu'un, un patient simplement, qui me dit... Et un autre détail aussi, c'est que la coiffure, je la faisais depuis Mosenjo. Et arrivé ici, toujours dans le quartier, les gens qui comprenaient que je rasais aussi, et je commençais à les gratter juste là, la cabine. Et c'est là où le gars là passe, me dit, oh mais tiens, tu as du talent. Mais pourquoi il y a un grand là-bas qui cherche un coiffeur? Je lui dis, je suis là, il n'y a pas de souci. Quelques jours après, il revient avec le gars, me dit, bon, écoute, tu vas quitter ici, tu viens, comme tu es le coiffeur. Je lui ai dit, mais j'ai ma cabine, j'ai ma cabine, je fais comment avec ma cabine? Je vous dis que je n'ai pas l'intention de laisser ma cabine. Non. Il dit que ce n'est pas un souci. Il n'y a que toi-même qui vas t'arranger comment faire les clients de la coiffe. Et puis, je lui ai dit, d'accord, je m'arrangerai. Et c'est ce qui fut fait. Je suis arrivé, j'ai commencé à faire le salon et la cabine. Et l'histoire est très tôt. Je suis quelqu'un de très matinal et je respecte le temps. On s'est appelé, je vous ai appelé à 7h ce matin. À 7h du matin, et ça a à peine sonné, bipé 2 fois dans mon téléphone, vous avez rapproché. Je m'étais déjà réveillé à 4h. Je me suis dit, ok, voilà quelqu'un de matinal. Je vous assure, je suis quelqu'un de très matinal qui respecte le temps parce qu'on n'a pas le temps. Le temps est précieux, le temps est capital. Et puis, il faut tout faire dans le temps. Moi, en fait, les gens de mon entourage m'appellent parfois chaud. Même ma femme, des fois, elle ne supporte pas ma chaleur. Je lui dis, elle dit, toi, tu es toujours... En fait, il ne faut pas me mettre dans tes histoires là. Si tu veux faire tes choses, il faut faire ça. Tu es trop chaud. Donc, du coup, quand j'ai un rendez-vous, par exemple, je m'attache à ce que ça soit comme convenu. Et quand ça rate, ça révèle tout ce qui est en moi. Vous voyez? Et du coup, à cette époque, je me réveille très tôt, comme on vous l'a dit, très tôt. Et depuis, je peux remonter même depuis 15 ans, je me réveille chaque 4 heures jusqu'à aujourd'hui. Je me réveille chaque 4 heures. La preuve en est que là où je vous ai parlé de mon village ou de ma commune natale, je suis de Mosenjogar. Il n'y a pas le lycée à Mosenjogar. C'est peut-être à peine ou je ne sais pas. Je ne pense pas aussi avec les informations qu'on me donne. Tu dois quitter Mosenjogar pour Mosenjo Post pour aller faire le lycée. Donc le lycée se trouvait à 5 km et dans la forêt. Il n'y a pas quelqu'un à côté, il n'y a pas de murs. Vous voyez? Et du coup, je me réveille très tôt. Et j'arrivais toujours tôt aussi à l'école. Donc la matinalité, c'est quelque chose qui est très enfoui en moi. Et du coup, arrivé même ici, je suis continué avec. Et je le fais toujours. J'arrivais au salon très tôt, j'ouvre, je reçois mes clients. Et en matière de coiffure, c'est la matinalité qui paye, en fait. Parce que le matin et le soir, les gens sont plus pressés à se faire raser le matin avant de sortir. À midi, ce sont des passants, quelqu'un qui vient visiter, quelqu'un qui trouve, c'est un salon, bon, je fais quand même, je sais. Mais les gens qui te connaissent viendront très tôt. Et c'est ce que je faisais. Et ça continue. Et à cette époque, je partais toujours à l'université aussi. Vous voyez? Justement parce que, parlons-en, tu as continué, comme tu l'as dit, tu as une licence du coup en littérature. Oui. On va également parler de ça. Donc là, c'était un peu les débuts professionnels. Après, ça a continué. Tu es devenu enseignant également dans des écoles. Vous êtes bien, vous êtes bien dans des écoles. Oui. Et petit à petit, tu as évolué jusqu'à devenir coach de développement personnel.
La question que moi j'allais poser, c'est est-ce que le développement personnel, c'est quelque chose qui, tu vas le dire justement, qui est relié directement à toi, c'est-à-dire qui est directement relatif à ton expérience de vie, ou est-ce que même sans cette expérience de vie, sans ces difficultés qui commencent très tôt dans la vie, est-ce que tu aurais eu un penchant vers le développement personnel? D'accord. Je pense que je vais commencer avec la définition, la définition. Justement pour les personnes qui ne... D'accord. Le développement personnel, c'est un travail sur soi pour découvrir la meilleure version de soi. C'est pourquoi ma devise dans le dev perso, c'est travail sur toi pour découvrir le vrai toi. Vous voyez? Donc, le déclic pour faire le développement personnel tient compte de beaucoup de choses. Personnellement, ça tient compte de mon histoire, ça tient compte de la ville où je suis venu faire les études universitaires. Donc, ça tient compte en fait de tout. Et aussi, c'était comme, je me suis lancé dans le dev perso, dans l'objectif de combattre l'ancien précis qui n'était pas bon. Ok. Vous voyez? Timide, calme, ou trop timide, trop calme, c'est déjà un caractère négatif. Vous voyez? Et aussi, l'intelligence est là, c'est vrai, mais tu n'es pas courageux. Or, le courage fait partie des caractères des leaders. Tu ne peux jamais faire de grandes choses si tu n'es pas courageux. En tout cas, il faut laisser. Et du coup, je me suis dit non, si je reste dans cet état, ça ne va pas faire bien. Ça va pas... Donc, du coup, j'ai décidé de transformer moi-même en une personne forte à l'intérieur et aussi, peut-être physiquement, à avancer, à affronter les réalités de la vie. Vous voyez? Donc, du coup, le développement personnel, ma rencontre avec elle, et aussi, peut-être un détail, il faut écouter les gens, comme je l'ai dit quelque part, il faut écouter les gens, l'entourage. Je ne me suis pas lancé dans le développement personnel personnellement. Ok. Si ça se dit, bien sûr. Ça peut. Comment ça s'est produit? Je travaille quelque part, quelqu'un me dit, toi tu es fait pour ça. Toi tu es fait pour conseiller les gens. Toi tu es fait pour faire ceci, faire cela. Je pense bien que si tu le fais, ça va bien donner. Et c'est la personne, ma femme. Vous voyez, c'est elle qui détecte ça en moi. Donc c'est elle ma prophétesse. Elle dit, si tu fais ça, ça va bien marcher. Et je pense bien que ça va aller. J'ai banalisé. Et un jour, ensemble, elle me fait visualiser une vidéo de Sonic Kourou. Je pense que la vidéo parlait de Barack Obama, son histoire, les histoires comme ça. Je me suis dit, tiens, mais il y a aussi ça qui existe. Mais c'est intéressant. Oh non, mais c'est ce que je te disais la fois dernière, tu n'as pas géré. Regarde, il y a des gens qui font ça, comme ça, comme ça. Je me dis, ça m'intéresse quand même. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok, je vais essayer de voir. Et je commençais maintenant à le faire. À le faire jusqu'à ce que, bon, pas peut-être devenir très professionnel aujourd'hui. Sinon, faire de ça maintenant un métier. Voilà. Justement, en parlant du fait que ça soit un métier, moi également, j'en suis adepte de développement personnel. Et j'adore d'ailleurs le développement personnel. Mais aujourd'hui, on est dans une sphère où le développement personnel, surtout au Congo, en Afrique, subit beaucoup de stéréotypes. Les gens pensent que, comme on dit dans notre jargon, c'est des baki, c'est-à-dire que c'est des charlatans. Les coachs de développement personnel, c'est des personnes qui viennent vendre de la dopamine, j'ai envie de dire, éclair. De la dopamine éclair aux personnes. Des menteurs. Oui, c'est des menteurs, c'est des personnes qui viennent vendre du rêve. Est-ce que tu as déjà subi ça? Parce que moi, je sais que tu as déjà, d'ailleurs, justement, coacher les gens. Coacher des gens, tu as eu des marchés à travers ça. Quel est ton rapport? Parle-moi du rapport stéréotype, argent et vision par rapport au développement personnel. D'accord. Vision, argent, développement personnel. Déjà, je dirais qu'on ne rentre pas dans le développement personnel pour se faire de l'argent. C'est archi faux et c'est faux. C'est un travail sur soi pour toi-même. C'est comme si tu construisais ta maison et tu te dis, on doit d'abord me payer avant que je ne construise cette maison. Vous n'êtes pas salarié, bien sûr. Vous voyez? Donc, du coup, c'est un truc en fait. Et puis, il y a un autre truc que je peux ajouter, c'est que vous savez pourquoi on qualifie des coachs en développement personnel des baki, comme vous avez dit? Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas authentiques. Ils véhiculent les messages ou des informations, je dirais pas forcément fausses, mais prise de ça et là et puis collées. Et puis un autre truc aussi, vous n'allez pas prendre la réalité de la France
est collée avec celle du Congo, ça ne va pas donner. Voilà. Vous n'allez pas prendre la réalité du Togo collée à celle de Burkina Faso. Vous n'allez pas prendre la réalité gabonaise collée à celle de, je ne sais pas, camerounaise. Vous voyez, ça ne colle pas. Chaque pays, chaque nation, chaque localité a sa réalité. Donc, il faut conseiller en fait les gens en tenant compte de l'environnement. Le Congolais de Brazzaville, qu'est-ce qu'il a besoin? Vous voyez, actuellement, il faut les conseiller sur les valeurs morales. Et puis vous, quand vous le faites, comme je l'ai dit, on ne rentre pas pour se faire de l'argent, non. Moi, personnellement, le développement personnel, depuis que je l'ai commencé, je n'ai jamais, pas jamais, je n'ai pas encore gagné un ticket de 200 000 ou plus. Non. Je ne dis pas que je n'ai pas encore gagné de l'argent pour ça, pas encore, déjà. Mais gagner de l'argent à outrance, pas encore. Vous voyez. Donc du coup, quand vous arrivez dans ces domaines-là, ce qui prime, c'est l'information. C'est en fait le partage. Le partage. Vous voyez, communiquer. Moi, par exemple, j'ai toute une équipe qui me suit. Je passe aux émissions. Vous voyez, je passe aux émissions. Si je paye, vous voyez, et au retour, qu'est-ce que je gagne? Parfois rien. Mais en fait, le développement personnel doit être quelque chose qui t'anime. Par rapport à ton histoire, tu te dis, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cette histoire. Et par rapport à mes messages, ça veut dire que les gens seront édifiés. Les gens seront vraiment dans une atmosphère positive quand ils vont m'écouter. Vous voyez? Et du coup, c'est ce qui m'a plus motivé pour faire le dev perso. Et je me suis rendu compte aussi très tôt qu'au Congo, il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi dans le même cadre que moi. Très bien. Vous voyez? Si par exemple, j'ai connu la perte maternelle très tôt, ça veut dire qu'il y a personnes beaucoup qui évidemment, subi et peut-être qui ne s'en sortent pas. Vous voyez? Et un autre truc, vous savez, quand vous avez connu un passé pire, vous avez deux choix. Soit vous devenez la pire personne sociale ou la meilleure personne sociale. Il faut faire le choix. C'est pour cette raison qu'il y a nos frères qui se lancent dans du n'importe quoi. Regardez seulement leur passé, vous allez retrouver les traces. Parfois, ce sont des enfants rejetés. Et un enfant, quand il est rejeté, le rejet oblige forcément à faire des choses négatives. En fait, on se venge. On se venge de ce qu'on a connu. Vous voyez? Donc, du coup, je n'ai presque pas tout dit dans ma famille. Je n'ai pas parlé de... Vous savez que jusqu'à maintenant, donc de toute façon, c'est mon père, même s'il écoute, on va s'arranger. C'est mon ami maintenant actuellement. Il s'est intervenu dans notre vie bien après. Vous allez me demander certainement pourquoi. Je n'ai pas de détails. Donc, à cette époque, il fallait faire avec. Il fallait se débrouiller. Maman partie, papa, il ne vous gère pas. Il n'y a plus de figure parentale. Il n'y a plus de figure parentale. Tu avances, tu continues, et tu arrives à Brazzaville, tu fais des humours. Non. Donc, par rapport à cette histoire, je me suis dit, non, il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Donc, les coachs en dev perso congolais, je les invite à comprendre d'abord la nature congolaise. Je les invite à avoir des messages porteurs de sens. Soyez authentiques, mais pas dans des histoires. Non. La vie dans le dev perso n'est pas du copier-coller. Non, vous copiez là-bas, vous collez. Je n'enseignerai jamais les gens des histoires incomprises. De toute façon, tout ce que je dis, d'une manière ou d'une autre, ça fait partie de ma propre vie. Vous voyez? Ça fait partie de ma propre vie. C'est vrai, j'écoute les gens, tel qu'avec vous. Je peux apprendre quelque chose avec elle, avec ceux de là-bas. J'apprends tous les jours. La fois dernière, je vous ai dit que j'écoute. J'apprends. Je fais beaucoup de choses dans la journée. Donc, c'est ce qui fait, en fait, que tu sois quelqu'un... C'est ça qui façonne, en tout cas, la personne. Évidemment. La personne, qui soit coach peut-être dans un... Et puis le dev perso, il y a des filières. C'est donc je suis dans le développement personnel et professionnel. Ça veut dire que tout ce qui est problème mental ou mentaux, je peux arranger. Vous voyez? Et même des formations aussi, j'en donne. J'ai été déjà consulté par la direction générale de la jeunesse. Vous voyez? Je l'ai fait ici à Brazzaville, au Pont du Djoué. Je l'ai fait aussi à Pointe-Noire, sous leurs frais, sous leurs déplacements. Oui, donc du coup, vous pouvez émerger très bien dans le domaine, mais arrêtez d'être dans la fausseté. Arrêtez d'être dans la fausseté. Présentez aux gens ce que... Vous savez, je dis souvent que si vous voulez que les gens vous donnent ce que vous cherchez, présentez-leur ce qu'ils ont besoin. Ouais. Donc, ça fait déjà partie de quelque chose de très bien si vous voulez vous lancer dans ce domaine.
Merci. C'est autant pour moi, autant pour toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, qui suivront cette émission. Mais aussi parce que le temps nous est imparti. On a 5 minutes à peu près pour justement clôturer, empoter cette émission. Mais moi, j'aimerais quand même que tu me parles de la littérature, parce que tu es quelqu'un qui écrit beaucoup. Et d'ailleurs, la personne ma source, m'a dit que tu étais quelqu'un de très discipliné et qui écrit beaucoup, qui écrit des poèmes. Ah oui. Oui. Est-ce que tu penses que, ou du moins, quelles sont les influences littéraires, s'il y en a, que tu as eues, et est-ce que c'est déjà très tôt dans ta vie? Est-ce que c'est déjà depuis Mossédio que tu écris? Ou c'est... quel est le déclic au fait avec l'écriture, rapidement? L'écriture, avec moi, je l'ai commencé très tôt. Très tôt. Déjà, je suis né d'une famille de grands orateurs. Mon grand-père l'est. Et quand on parle beaucoup, ça veut dire qu'on peut aussi écrire beaucoup. Okay. Vous voyez? Et mon père aussi l'est. L'écriture, je l'ai commencé depuis le collège. J'ai commencé à gratter quelques textes sans connaître vraiment le sens. Au lycée aussi, pareil. La preuve en est que j'ai des textes que j'ai écrits depuis 2015. C'est là où j'ai commencé vraiment avec 14, 15. C'est là où j'ai commencé. Et quand j'arrive au lycée, avec la littérature que j'avais choisie comme option, j'ai rencontré aussi des enseignants qui m'ont, vous savez, des profs de français, très souvent, ils motivent les gens dans ces domaines aussi. Et je l'ai rencontré, il m'a encouragé, c'est lui qui corrigeait parfois mes textes, monsieur Jean Bayunduka. Donc avec lui, j'ai eu le goût en fait de la littérature et j'ai continué à le faire. Et j'écris beaucoup, comme vous l'avez dit. Chaque jour, j'écris au moins 3 ou 4 textes poétiques, tous les jours. Ça, c'est la poésie, sans oublier ce qui m'arrive à l'esprit que je gratte. Vous voyez? Donc, auteur textuel, comme vous l'avez dit, c'est trop, mais puisque je n'ai pas encore publié, voilà, pour éviter l'usurpation de titres, je dis que je suis passionné de la littérature. Et arrivé même à l'université, c'est ce que j'ai fait aussi d'ailleurs. Et là encore, on nous enseignait la littérature. Donc, c'est encore ancré en moi, encore et davantage. Je me suis projeté dans le futur. Je me suis projeté. Donc c'est là où j'ai fait avec eux, voilà, jusqu'à avoir des textes que j'écris jusqu'à aujourd'hui et je continue. Je pense que c'est ça ce que je fais au quotidien. Merci en tout cas. Une dernière question pour terminer. J'ai pour coutume de poser cette question aux personnes que je reçois. Mais moi j'aimerais que tu te plonges un peu dans une certaine introspection, que tu penses un peu à Précy Miliondi à Mossédio. Okay. Celui-là même qui, chaque matin très tôt, traversait la brousse pour aller étudier et qui voulait donner le meilleur de soi. Celui-là qui, malheureusement, a perdu sa maman très tôt et a subi justement ses difficultés et même ses joies à travers avec la famille, parce qu'il n'y a pas que les difficultés, il y a également les joies. Et la personne que tu es devenue aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui, à fleur de l'âge, à l'entrée de son adolescence, subirait ces difficultés que tu as reçues? Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ton vécu, par rapport à toute la connaissance, à toute l'expérience que tu as pu amasser aujourd'hui? Oui, je le dirais d'être la personne forte. Cette personne forte, intérieurement bien sûr, qui va prendre ces réalités comme étant des moyens, des piliers pour réussir dans la vie. Toutes les souffrances ne sont pas négatives. Il y a des souffrances positives. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande si ma mère existait, je ne serais pas peut-être à Brazzaville. Parce qu'à un certain moment, même l'amour peut vous empêcher à avancer. Les gens que vous aimez beaucoup, de toute façon, un autre témoignage à ce niveau, jusque là où je suis, il y a certaines choses, quand je les fais, je n'informe personne. Parce que les gens qui vous aiment vous protègent. Ils jouent à la garde, ou ils jouent à la garde de votre situation. Ouais, donc je dirais à ces jeunes d'être forts, comme je l'ai dit, et de prendre ces réalités comme étant des moyens pour avancer. Et de ne pas jouer au jeu, de ne pas jouer au tsaka comme on dit en l'arrêt. Ouais, de ne pas faire des histoires n'importe comment, non. De voir sa vie
de se considérer comme étant le Joseph de sa famille, de se considérer comme étant le Jésus-Christ de sa famille, de se considérer comme étant ses leaders, ce Mandela ou c'est Barack Obama qui va faire quelque chose dans la vie de sa famille et lutter encore et davantage pour sa famille. Lutter pour soi, lutter pour sa famille, pour sa communauté, parce que nous sortons toujours de quelque part. Et il y a des gens qui vous aiment, qui attendent quelque chose de meilleur, bien sûr. Merci. Merci encore pour ces mots qui sont très touchants, qui sont très motivants, qui sont très inspirants. Je pense que les personnes qui nous auront suivis aujourd'hui seront touchées par ces mots et trouveront d'ailleurs de la force intérieurement afin de puiser dans leur trip pour avancer. C'était Ahmed Yassaf avec Pressimi Yondi. On se dit ciao. Cette émission a été plus qu'un simple entretien, c'était une véritable leçon de vie, une expérience enrichissante à la fois humaine et formatrice que je suis heureuse d'avoir vécue.